on voit que avant 40 ans, il y a moins de 1% des gens qui ont un glaucome, alors qu'il y a entre 3 et 5% des gens qui ont une tension de l'œil élevée. Et après 60 ans, il y a à peu près 5% des gens qui ont un glaucome, alors qu'il y a entre 7 et 15% des gens qui ont une tension élevée. 10% des hypertonies oculaires évoluent vers un glaucome. Ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2002 qui montre ça. Ça veut dire que si vous avez une tension de l'œil élevée, dans 9 cas sur 10, vous n'aurez pas de glaucome. Donc, il ne faut pas forcément traiter toutes les hypertonies oculaires, parce que les traitements ont des effets secondaires, ça peut faire pousser les cils, ça peut colorer l'iris, ça peut entraîner la bouche sèche, ça peut entraîner de la fatigue, système de bêta-bloquant, etc. L'importance du dépistage. Le taux de glaucome non diagnostiqué dans la population caucasienne est environ de 50%. Dans certains pays, le sous-diagnostic est beaucoup plus important. Alors c'est en Italie, en Allemagne, dans les études que j'ai trouvées. Est-ce parce que le dépistage est fait plus souvent par du personnel paramédical et pas des médecins? Je ne sais pas. En tout cas, souvent, pour dépister un glaucome, c'est pas juste prendre l'attention. On regarde aussi lors de l'examen le nerf optique, etc. Les découvertes tardives entraînent souvent des pertes visuelles irréversibles. Donc ça, c'est l'anatomie de l'œil qui n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc, ce qui nous intéresse dans le glaucome, il y a deux choses. Il y a à la fois ici le filtre de l'œil qu'on appelle le trabéculum, qui est entre la cornée et l'iris, au niveau de ce qu'on appelle l'angle irido-cornéen. Je vous montre en bas, ici. Il y a l'angle irido-cornéen, et là, il y a le filtre de l'œil. C'est par là que s'échappe toute l'humeur aqueuse qui est dans l'œil. Et le glaucome, c'est une atteinte du nerf optique. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder le nerf optique. On ne peut pas dire vous avez un glaucome si on a juste pris l'attention. Donc, comment circule l'humeur aqueuse dans l'œil? Donc l'œil, il y a à la fois des entrées de la production d'humeur aqueuse, et cette humeur aqueuse s'évacue. C'est un peu comme si on remplissait une baignoire, il faut qu'elle se vide suffisamment pour pas qu'elle déborde, mais il ne faut pas non plus qu'elle se vide trop vite pour pas qu'elle soit sec. Donc l'humeur aqueuse, donc elle est dans la chambre postérieure, et elle va passer autour du cristallin pour aller dans la chambre antérieure et s'évacuer par ici, par le trabéculum. Donc elle a un chemin, elle est produite par les corps ciliaires, hop, elle passe devant, et hop, elle s'évacue par le filtre de l'œil qui est comme une éponge par le trabéculum. Le nerf optique, un petit peu d'anatomie. Le nerf optique, là, je vous ai montré une photo de face. C'est ce qu'on voit quand on regarde votre fond d'œil. On voit l'émergence du nerf optique. Le nerf optique, il faut bien comprendre qu'il est perpendiculaire. Là, c'est comme une tranche de saucisson. Donc, il arrive derrière, et nous, on voit une tranche du nerf optique quand on regarde. Là, ce sont les vaisseaux, les artères et les veines. Les artères qui sont plus petites que les veines. Ce qu'on regarde, vous pouvez regarder, quand vous regardez sur Internet, on vous parle toujours du rapport C sur D. En fait, les fibres nerveuses, c'est dans la partie un petit peu plus jaune ici. Tout ce qui est un peu plus jaune foncé. Là où c'est jaune, où c'est pâle, il n'y a pas de fibres nerveuses. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est la quantité de fibres nerveuses. On voit bien que si cet anneau ici est rétréci, c'est qu'il y a moins de fibres nerveuses. Donc c'est ça qui est important. Et donc on peut calculer un rapport qui est dit cup sur disque, qui mesure le rapport entre le trou et la totalité, avec le trou plus les fibres nerveuses. Et ça nous donne des indications sur l'atteinte ou pas du nerf optique. Sur le schéma de gauche, donc là il y a toujours le nerf optique, et sont schématisées toutes les fibres nerveuses. Ça c'est pour après vous expliquer les atteintes du champ visuel. Donc elles partent elles partent plutôt de la rétine, elles vont vers le nerf optique, toute l'information nerveuse, et elles sont disposées de cette façon-là. Il y a une limite supérieure et inférieure, et c'est symétrique. Donc le glaucome, la définition, c'est une neuropathie optique avec atrophie du nerf optique et altération du champ visuel. Vous voyez bien que dans la définition du glaucome, il n'y a pas d'histoire de tension. C'est vraiment une atteinte du nerf optique avec le nerf optique qui s'abîme. Donc là, on voit bien par rapport à la photo d'avant que le nerf optique, vous voyez, l'anneau, il est beaucoup plus fin. Donc on peut classer les glaucomes en glaucome à angle ouvert et glaucome à angle fermé. Dans les glaucomes à angle ouvert, il y a plusieurs types de glaucomes. Les glaucomes classiques, primitifs. Il y a une sous-catégorie qu'on appelle glaucome à pression normale. Ce sont des gens qui ont un glaucome alors que la tension est parfaitement normale, ça existe. Les glaucomes juvéniles, chez les gens plus jeunes, et des glaucomes secondaires à différentes pathologies, comme la pseudo-exfoliation capsulaire ou des glaucomes pigmentaires. La deuxième grande catégorie, ce sont les glaucomes à angle fermé. Bon là, c'est un peu difficile de voir, mais on voit sur ce glaucome à angle ouvert, on voit le filtre de l'œil ici, alors qu'ici, on ne l'aperçoit même pas. C'est-à-dire que l'angle est tellement fermé qu'on n'aperçoit même pas le filtre de l'œil. Ça, c'est un glaucome à angle fermé. Et enfin, on classe un petit peu à part les glaucomes congénitaux chez l'enfant.
une petite diapositive sur le glaucome à angle aigu, qui est l'urgence dans les glaucomes. On appelle ça glaucome aigu, maintenant on préfère plutôt appeler ça crise aiguë par fermeture de l'angle, parce que c'est pas du tout le même mécanisme que les glaucomes chroniques à angle ouvert. Au niveau de la clinique, on a une baisse de vision brutale, l'œil est très rouge et très douloureux. Lorsqu'on examine, on voit un œdème de la cornée, donc la cornée, au lieu d'être bien transparente, elle est un petit peu comme si la vitre était toute sale. La tension est très élevée, supérieure à 40, une tension normale c'est en dessous de 20. L'iris est en semi-mydriate, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus, il est à moitié dilaté, et l'angle irido-cornéen est fermé. C'est le mécanisme de blocage pupillaire. J'ai essayé de vous représenter sur ce schéma-là. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que c'est dans l'autre sens. Là, il y a la cornée, le cristallin, l'iris qui est ici, et vous voyez bien que l'humeur aqueuse, qui normalement passe de derrière devant, sous l'iris et qui s'évacue. Là, si l'angle irido-cornéen est fermé, cette humeur aqueuse ne peut plus s'évacuer. Et donc il y a un cercle vicieux qui se produit, l'angle se ferme, l'eau ne peut plus s'évacuer, ça pousse par derrière et ça plaque l'iris et ça ferme de plus en plus l'angle. Donc en fait, c'est un mécanisme qui ne passera pas tout seul, et là c'est une vraie urgence pour essayer de faire un chenal de déviation pour éviter d'avoir des lésions irréversibles qui peuvent être irréversibles en quelques heures. On peut passer d'une lésion 100% à 0 en une demi-journée. Donc le traitement c'est une urgence. Il faut faire baisser la tension de l'œil par des collyres, et aussi par des traitements par voie générale, par perfusion ou par la bouche. Ça, c'est la première partie du traitement. Deuxièmement, on essaye de lever ce qu'on appelle le blocage pupillaire, c'est-à-dire, je vous remonte sur cette diapositive, l'iris qui est bloqué là et qui bouche, on va essayer de le débloquer pour réouvrir l'angle et essayer de refaire passer le liquide. Et enfin, pour prévenir la récidive, on va faire un petit trou dans l'iris qu'on fera des deux côtés, parce que généralement, quand on fait un glaucome, une crise aiguë par fermeture de l'angle d'un œil, il y a un grand risque de le faire de l'autre côté. On parle souvent des médicaments contre-indiqués dans le glaucome. Quand on parle de médicaments contre-indiqués dans le glaucome, c'est dans le glaucome à angle fermé, c'est pas dans le glaucome chronique. Donc les médicaments contre-indiqués sont très nombreux, donc je vous en ai listé quelques-uns. Ce sont certains collyres qui dilatent la pupille, ce sont des vasoconstricteurs nasaux, il y a pas mal de produits antidépresseurs qui sont des contre-indications. Une fois qu'on a fait le traitement préventif au laser, qu'on a fait le petit trou dans l'iris, il n'y a plus de contre-indications médicamenteuses. Donc on peut parfois, on nous adresse des patients pour savoir est-ce qu'il y a une contre-indication à tel médicament. Si on voit que l'angle est limite et qu'il y a un risque, on fait le traitement préventif et ça permet de pouvoir prendre ces médicaments. Et il n'y a pas de contre-indication pour les glaucomes chroniques à angle ouvert. Donc, pour ce qui est de la pression intraoculaire, il y a plusieurs façons de la mesurer. Donc vous avez déjà dû être mesuré. Soit on mesure par l'air, donc c'est un petit GDR sheet qui souffle, soit on mesure par la technique d'aplanation, qui est la technique de Goldman, qui est la technique de référence. La technique à l'air est beaucoup plus sujette aux variations, c'est-à-dire si le patient ferme un peu l'œil, force un peu, ça peut donner des tensions qui sont un petit peu fausses. Cette tension de l'œil, donc toutes ces mesures, elles mesurent en gros la capacité de déformation de la cornée. Plus la cornée est épaisse, moins elle va se déformer, plus ça va faire varier la prise de tension. Donc on corrèle toujours cette tension intraoculaire à l'épaisseur de la cornée. Plus la cornée est épaisse, plus on va avoir des tensions mesurées élevées, alors qu'en fait dans l'œil elle ne sera pas forcément aussi élevée. Donc cornée épaisse ça entraîne des surestimations, cornée fine ça entraîne des sous-estimations. Je crois que c'est après que cette tension intraoculaire, elle peut varier de 2-3 points dans la journée. Si on prend la tension à 11h du matin, vous n'aurez pas forcément la même tension que dans l'après-midi. Ça, c'est normal. Même parfois, chez des patients chez qui on trouve une tension normale et qu'il y a un glaucome, avant de diagnostiquer le glaucome à pression normale, on fait des courbes de tension. On peut être amené à voir les patients toutes les heures, pour mesurer la tension et voir s'il n'y a pas des pics à certains moments de la journée. Donc, la pachymétrie, c'est la mesure de l'épaisseur de la cornée. Donc, elle est indispensable au diagnostic. La normale, c'est à peu près 520 microns. Cette mesure d'épaisseur de la cornée, elle est faite en pratique courante par des méthodes très simples. Soit un pachymètre contact, on pose une petite sonde d'ultrason sur l'œil après anesthésie et ça nous mesure l'épaisseur de la cornée. Soit on fait une pachymétrie no contact, il y a beaucoup d'appareils qui permettent de le faire. Certains biomètres qui permettent de calculer l'implant de cataracte, calculent l'épaisseur de cornée. Des OCT
permettent aussi de calculer, si on fait un OCT du segmentaire, de calculer l'épaisseur de la cornée. On peut l'avoir aussi sur les topographies cornéennes. Donc il y a pas mal d'appareils qui permettent de mesurer ça. Il y a même certaines tables qu'on ne se sert pas beaucoup, mais c'était pour vous montrer un petit peu l'importance de la pachymétrie, certaines tables qui nous permettent d'ajuster la tension qu'on mesure en fonction de l'épaisseur de cornée. Donc par exemple, je prends quelqu'un chez qui on trouve une tension à 25, qui est une tension qui est quand même relativement élevée. S'il a une cornée normale, vous voyez, à 520 microns, bon, ben, on reste à 25. Par contre, s'il a une cornée épaisse à 590 microns, c'est pas rare, on peut retirer 5. Donc en fait, sa tension, elle est plutôt aux alentours de 20. Hein, donc c'est pas du tout pareil d'avoir une tension élevée et une cornée épaisse que d'avoir une tension élevée et une cornée fine. A contrario, une cornée fine à 460 microns, eh ben, il n'a pas 25, mais il a plutôt aux alentours de 30. Hein. Donc une tension prise toute seule, ça n'a pas vraiment de valeur. Vous allez me demander quelle est la pression normale. Donc il n'y a pas vraiment de pression normale, mais en dessous de 21, c'est à peu près un chiffre de tension qu'on considère comme normal, même si ça varie avec beaucoup de paramètres. On peut voir des gens qui ont un glaucome avec une tension en dessous de 18, 15 à 10. Il y a des gens qui ont une tension au-dessus de 30, et qui n'ont pas de glaucome. Donc la pression intraoculaire, c'est un facteur de risque de développer un glaucome, mais ça ne veut pas dire qu'on a un glaucome. Quels sont les facteurs de risque de glaucome? Le premier, le plus important, c'est une pression intraoculaire élevée. Le deuxième, c'est l'âge. Plus on est âgé, plus on a un risque de glaucome. Les antécédents familiaux, c'est un facteur de risque très important. Des parents qui ont des glaucomes ont plus de risque de faire un glaucome. L'origine ethnique. L'épaisseur de la cornée fine, plus on a une cornée fine, et ça a été prouvé que c'est un facteur de risque de développer un glaucome. Les gens qui sont très myopes, les gens qui ont un diabète, ou toutes les anomalies de la pression artérielle, c'est surtout les hypotensions artérielles, etc., peuvent aggraver un glaucome. Donc, qu'est-ce qu'on fait après pour l'examen du glaucome? On fait un champ visuel. Le champ visuel, on va essayer de voir si, avec chaque œil, on voit bien dans toute la périphérie de l'œil. Parce que le glaucome, ça commence par une atteinte périphérique. Donc, le champ visuel, ça dure à peu près 20 minutes. Pour les deux yeux, 10 minutes par œil. C'est une coupole. Dans la coupole, il y a des petites lumières qui sont projetées. Et lorsque vous voyez les lumières, on demande d'appuyer. Ça nous permet de savoir si on voit bien la lumière en périphérie. Une fois qu'on a fait le champ visuel, ça sort un rapport. Donc là, le champ visuel est parfaitement normal. Je n'ai pas d'atteinte. Là, on voit qu'il n'y a aucune atteinte glaucomateuse. Pour analyser le nerf optique, donc on fait le fond d'œil, mais on peut aussi faire des mesures par des analyseurs de la papille. Il y a plusieurs analyseurs de la papille qui existent sur le marché. Ça permet surtout d'avoir des chiffres et de pouvoir faire un suivi. Parce que quand on regarde le nerf optique lors de l'examen au cabinet, on peut dire le nerf optique, il est à peu près comme ça, on peut même le dessiner sur le dossier médical. Mais pour avoir des mesures et faire un suivi et voir des variations fines, c'est quand même bien d'avoir un analyseur des films. Donc, il y a 3 grands types d'analyseurs qui existent, l'OCT, l'HRT, le GDX. Maintenant, on utilise plutôt l'OCT qui donne des meilleurs résultats. Donc vous voyez, ça on a mesuré, ça nous donne, donc ça analyse le nerf optique, toujours le cup sur le disque comme tout à l'heure, et ça nous donne à la fois une courbe. Cette courbe, ça nous montre qu'il y a plus de fibres nerveuses en supérieur et en inférieur, donc c'est parfaitement normal, c'est comme la population normale. Et là, quand ça devient jaune puis rouge, ça montre qu'il y a des déficits. Donc s'il y avait un croissant rouge en haut, ça nous alerte sur la possibilité de glaucome. Je vais vous parler maintenant des stades évolutifs du glaucome. Donc le premier stade, c'est la tension élevée. Il n'y a pas forcément d'atteinte du nerf optique au début. Donc, une hypertonie oculaire, avec aucun symptôme, donc c'est découvert de manière souvent fortuite, lors d'un examen de dépistage. On mesure une tension au-dessus de 21 mm. Le nerf optique est parfaitement normal à l'examen du fond d'œil. Le champ visuel est parfaitement normal. Et c'est uniquement dans un cas sur 10 qu'on va évoluer vers un glaucome. Donc, 9 patients sur 10 qui ont cette hypertonie oculaire sans aucun signe de glaucome, bien sûr, ils n'évolueront pas vers un glaucome. Donc, il ne faut pas forcément les traiter. Généralement, on fait un suivi. Ensuite, au stade débutant, il n'y a toujours pas de symptômes, il y a toujours l'hypertonie oculaire, mais là, c'est quand même plus flagrant. Quand on analyse le nerf optique, on voit sur ce nerf optique, vous voyez, il y a une grosse encoche en bas. Là, il y a une grosse perte de fibres nerveuses. En haut, on voit que l'épaisseur du disque est quand même suffisamment importante. En bas, là, on voit qu'il y en a beaucoup moins. Donc, le nerf optique est anormal.
ici en inférieur. Et ce nerf optique anormal, souvent ça se retrouve sur le champ visuel. Donc c'est en bas, donc c'est logique, et on voit qu'il commence à y avoir un déficit supérieur. On a un petit élargissement d'attachement. Ça, c'est le stade débutant. Là, il faut traiter, bien sûr. Ensuite, on passe au stade modéré. Donc, à ce stade-là, on ne s'en rend pas compte. Donc s'il n'y a pas de dépistage, on ne se rend pas compte qu'il y a un début d'atteinte du champ visuel. Pourtant, l'œil commence à s'abîmer. Le stade suivant, lorsque le glaucome est modéré, il n'y a toujours pas de symptômes ou très peu de symptômes. L'hypertonie oculaire, la tension est toujours élevée dans l'œil, mais on voit, regardez le nerf optique, il est encore plus abîmé, ça devient vraiment très très abîmé. Et on voit le champ visuel, donc là, a priori, c'est pas le même patient. On voit sur le champ visuel qu'il y a une grosse atteinte inférieure. Et tout ce qui est noir, c'est là où on ne voit plus. Donc ça, c'est un œil qui est atteint de glaucome, donc le champ visuel est nettement anormal. Et ça, on commence à s'en rendre compte, mais parfois, on ne s'en rend pas toujours compte à ce stade-là non plus. Et quand le patient regarde, il voit un début d'atteinte périphérique, ça donne ça. Donc, si on cache un œil, on voit que sur de l'autre œil, on commence à avoir une perte du champ visuel en haut. À un stade avancé, la perte du champ visuel est beaucoup plus prononcée. Donc le glaucome, c'est un peu l'inverse de l'atteinte de la macula. La macula, ça atteint le centre, le glaucome, ça atteint la périphérie. Donc c'est comme si on regardait dans un trou de serrure. Ce nerf optique ici, vous pouvez voir qu'il est vraiment très très atteint, il n'y a quasiment plus de fibres nerveuses. Le blanc au milieu, il est très très prononcé. Les symptômes, c'est donc une atteinte majeure du champ visuel. Le champ visuel il est quasiment noir. La vision elle commence à baisser parce que quand le centre de la vision est atteint, l'acuité visuelle baisse et le nerf optique est complètement abîmé. Les traitements, donc le but du traitement, c'est de maintenir la fonction visuelle du patient et sa qualité de vie à un coût raisonnable. Ça, c'est dans le rapport de 2009. Le seul traitement efficace, c'est de diminuer la pression intraoculaire. On ne sait faire rien d'autre pour traiter le glaucome. La seule chose qu'on sait faire, c'est baisser la tension dans l'œil. En baissant cette tension, on ne récupère pas tout ce qui est perdu, mais par contre, on ralentit la progression. Donc ça, c'est pour bien comprendre l'intérêt du traitement. Tout le monde, même les gens qui n'ont pas de glaucome, quand on a un pourcentage de fibres nerveuses qui est normal, et au cours de la vie, on perd tous des fibres nerveuses. C'est comme les neurones du cerveau, on les perd tous. Donc la perte physiologique, qui est cette courbe bleue, elle a une pente assez douce, et on voit bien que même jusqu'à 100 ans, on a quand même encore beaucoup de fibres nerveuses, donc il n'y a pas de problème. Lorsqu'on a un glaucome, cette perte, elle n'est pas en pente douce, mais la perte, elle est accélérée. C'est ça le glaucome, c'est une perte accélérée des axones du nerf optique. Donc au lieu d'avoir une perte standard, on a une perte accélérée. Vous voyez bien que si on perd, et bien là, à 70 ans, on ne voit plus rien. Atteinte fonctionnelle débutante, ça commence généralement quand on perd la moitié des fibres nerveuses, et atteinte fonctionnelle majeure avec baisse de vision et retentissement important de la qualité de vie, c'est en dessous de 20%. Donc on voit bien qu'il va falloir essayer d'initier un traitement pour retrouver une perte physiologique. On ne pourra jamais faire remonter dans l'autre sens. C'est toujours essayer de limiter la perte et de retrouver une perte physiologique pour que le patient qu'on a diagnostiqué vers 45-50 ans ici, on lui conserve une fonction visuelle acceptable jusqu'à 100 ans à peu près. C'est ça le but. Vous voyez bien qu'on ne traite pas pareil quelqu'un qui arrive avec un glaucome débutant à 90 ans, qui est ici au-dessus de la courbe, ou quelqu'un qui arrive à 35-40 ans avec un glaucome débutant. Ce n'est pas la même chose. Donc, les premiers traitements qui existent, c'est les collyres hypotonisants. Il y a 4 grandes classes de traitements qui existent, avec chacun un mécanisme différent, des contre-indications différentes, des effets secondaires différents. Donc ça, je vous les ai listés, mais ça, c'est votre ophtalmologiste qui choisira en fonction de vos antécédents d'asthme, etc. Le traitement laser, qu'on appelle la trabéculoplastie, l'indication, ce sont les glaucomes non contrôlés par un traitement médical. Ou alors, en première intention, lorsque les collyres sont mal tolérés. Souvent, ce traitement laser permet de diminuer 1 ou 2 collyres chez les patients qui ne tolèrent pas bien les gouttes. Si le glaucome n'est pas très contrôlé par les gouttes, on peut tester le laser, mais parfois, ce n'est pas très efficace. Donc c'est un laser sélectif dit SLT, donc c'est un système linéaire de double fréquence, peu importe. On fait 1 à 2 séances par œil et ça peut être répété 1 à 2 fois. La réduction moyenne de la pression est entre 6 et 9 mm de mercure, mais il y a une perte d'efficacité dans le temps. Souvent, au bout de 2-3 ans, l'efficacité du laser est perdue.
On peut ensuite faire de la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie filtrante. Là, le but, c'est de créer un chenal de déviation pour que l'humeur aqueuse s'évacue de l'œil et faire diminuer la tension. Donc on fait un petit volet conjonctival d'abord. Ensuite, on fait un volet scléral pour atteindre le filtre de l'œil qui est ici. On retire un deuxième volet, parce que là c'est une sclérectomie, donc la fente. Et ensuite, on pèle le trabéculum pour essayer d'affiner un petit peu l'éponge de l'œil et faire une bonne filtration. Ensuite, on referme, bien sûr. Là, je n'ai pas les images pour refermer. On referme tout et ça fait une bulle. Et le liquide, il passe de l'intérieur de l'œil sous la conjonctive. L'œil ne coule pas, ça reste sous la conjonctive et ça s'évacue ensuite. Voilà. On peut associer cette chirurgie filtrante à une chirurgie de la cataracte. Il n'y a pas d'indication précise de chirurgie combinée, mais généralement, comme il y a un facteur de risque commun de glaucome et de cataracte, c'est des personnes qui ont au-dessus de 60-70 ans. S'il y a une cataracte préexistante, on opère la cataracte en même temps, ça évite de faire deux chirurgies. Quand est-ce qu'on fait une chirurgie de la cataracte seule? C'est pour les angles susceptibles de fermeture, les glaucomes chroniques, angles fermés débutants. On avait le cas d'un patient qui était assez jeune, il avait 40 ans. Il avait des tensions à 40, depuis une tension 40-40, et en fait il avait un angle étroit, c'est-à-dire qu'il avait, ici le cristallin qui était volumineux et l'angle qui était complètement fermé. Et ça voulait dire que l'humeur aqueuse ne pouvait plus s'évacuer. En lui retirant le cristallin des deux côtés, ça a réouvert l'angle, on appelle une tension à 15. L'inconvénient de retirer le cristallin à 40 ans, c'est qu'on n'a plus l'accommodation, donc on vient très vite. Mais il vaut mieux avoir pas de glaucome et pas de cristallin. Donc la chirurgie de la cataracte combinée, c'est une chirurgie classique, toujours en mini-incision de 2 mm. Par contre, quand on a des glaucomes ou des décollements de rétine, des pathologies autres que la cataracte, on met des implants standards monofocaux, on ne met pas d'implants qui corrigent la presbytie, etc. Parce qu'il y a quand même des pertes de contraste qui peuvent gêner ensuite. Les autres techniques dans la prise en charge chirurgicale du glaucome, ce sont les valves. Les valves sont indiquées après échec de première chirurgie. Les valves, c'est beaucoup plus invasif. On met un petit tube dans la chambre antérieure de l'œil avec un petit réservoir sous la conjonctive pour essayer de faire le même mécanisme de drainage. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, des hypotonies importantes, etc. C'est un petit peu dur à ajuster. Les chirurgies sans bulle de filtration qui sont beaucoup moins efficaces. Vous avez peut-être entendu parler de viscocanalostomie. Dans le filtre de l'œil, on peut injecter un produit visqueux pour essayer de distendre. On peut essayer de faire des canaloplasties. On met un fil de prolène dans le canal pour essayer de pareil de le distendre. Il y a des techniques alternatives qui sont les implants transsclérales, un petit peu invasifs, ou les stents. Les stents, c'est des petits stents qu'on met en chambre intérieure. Là, c'est souvent, on les met en même temps qu'une chirurgie de la cataracte, parce que c'est les mêmes incisions, et on a un petit stent pour essayer de vider l'humeur aqueuse, mais par la chambre antérieure. Mais c'est moins efficace qu'une chirurgie classique. Et enfin, à l'étude en ce moment, une cyclodestruction des corps ciliaires aux ultrasons, c'est en cours d'évaluation, on n'a pas encore vraiment de retour là-dessus. En conclusion, la surveillance, les éléments à surveiller, c'est la pression intraoculaire, la structure du nerf optique, donc toujours on regarde la pression, mais on regarde aussi le nerf optique. Et la fonction du nerf optique par le champ visuel, donc toujours structure, fonction et pression. La fréquence de surveillance est adaptée à la gravité. Les hypertonies entre 6 mois et 1 an, là j'ai mis 1 an, mais 1 an c'est si tout est normal, s'il y a un facteur de risque, les antécédents familiaux, c'est quand même mieux de revoir tous les 6 mois. Et s'il y a un glaucome, par contre, on surveille tous les 3 à 6 mois pour voir l'évolution. L'intérêt du dépistage, donc le glaucome c'est une pathologie qui est quand même fréquente, qui est grave. Au début elle est asymptomatique pendant très longtemps, c'est-à-dire que l'atteinte fonctionnelle, elle arrive bien après l'atteinte anatomique. Le nerf optique est d'abord détruit de manière très importante avant d'avoir un retentissement. Et il y a des traitements disponibles qui sont quand même, en première attention, peu invasifs. Le test simple, c'est la mesure de la pression intraoculaire, qui est très simple, reproductive, et on sait que la tension intraoculaire, c'est le premier facteur de risque de glaucome. Donc, par un dépistage simple, on peut quand même sauver pas mal de fonctions visuelles. Voilà, je vous remercie.